Et enfin, la troisième partie du Her, c'est le Her de l'honneur, qui protège contre toutes les atteintes à la dignité, à la moralité et à l'honneur de la personne. Donc ces droits pénals fonctionnent un peu comme sur la loi du précédent, un peu comme le système anglais, les common laws, et préconisent une panoplie de procédures, d'instruction, de plaidoyer, de vérification, de recours à l'appel, dont la technicité et le formalisme n'ont absolument rien à envier à ceux des codes de droit moderne. Alors, comment sont payées les compensations? L'unité de valeur, c'est le chameau, le dromadaire, qui peut se décliner en bovin, en ovin, on peut le décliner. Il y a des correspondances, il y a un tableau de correspondance. Et on calcule un nombre de chameaux, en fait, qui peuvent être un nombre de chèvres, un nombre de moutons, selon les chevaux. Enfin, mais il y a un tableau vraiment d'équivalence. Alors, le Her, c'est aussi une constitution politique qui institue donc les différents organes. Alors, le premier organe, c'est le Godi, c'est l'Assemblée des sages. Le deuxième, c'est le Gandé, c'est le Conseil constitutionnel. Le troisième, c'est l'Ougas ou le roi. Et enfin, la dernière institution, c'est le commandement militaire en cas de menace sur la communauté. Alors, on va un peu détailler peut-être. Alors, le Goudi, c'est l'Assemblée des sages. Il a 3 compétences. En fait, il joue le rôle de parlement, c'est-à-dire prendre les décisions qui concernent la communauté. Il joue le rôle du code de justice. Il applique le droit pénal que je viens de citer. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est aussi le Goudi qui s'occupe de l'application de la loi. Donc la fameuse séparation des pouvoirs, il ne faut pas le prendre pour un truc universel. Là, ils ont une autre manière de repartir le pouvoir, et c'est cette assemblée qui fait Parlement, Cour de justice et application. Il est composé de 44 membres, dont 24 représentants des 12 clans, à raison de 2 par clan, plus 20 de plus qu'on choisit selon leur sagesse, leur intégrité, et leur connaissance et leur moralité. Le deuxième instance ou institution, c'est le Gandé. C'est très intéressant parce que c'est un conseil qui contrôle la constitutionnalité des décisions de l'Assemblée dont on vient de parler et surveille l'application du RER. Alors, il joue 3 rôles. Le rôle de Cour suprême, qui traite les cas exceptionnels que les assemblées n'ont pas pu résoudre, donc c'est le Gandé qui décide. Il joue le rôle de Cour constitutionnelle que je viens de citer. Et enfin, chose intéressante, il joue le rôle d'institution de formation. C'est-à-dire le Gandé, ils sont là pour 7 ans. Après 7 ans, ils ont changé. Mais quand ils ont changé, on ne les jette pas à la poubelle. Ils deviennent des formateurs sur la loi des jeunes générations. C'est-à-dire comment on utilise ceux qui ont quitté le pouvoir, au lieu, comme si c'était des gens qui ne servent à rien. Ils servent justement à former, et c'est le rôle que joue cette assemblée. Le troisième, c'est le royauté. C'est l'Ougas. Alors, on dit Ougas pour dire roi. Alors, c'est le père spirituel de la communauté. Comme dans toutes les monarchies constitutionnelles, sa fonction ultime est de faciliter le processus de décision et de bénir les décisions. Il a 3 types de rôles. En tant que gardien de l'unité et du consensus, il joue le rôle d'arbitre dans les conflits entre les différents groupes. En tant que
leader politique, il incarne et promulgue les décisions prises par les assemblées. Et enfin, en tant que chef spirituel, on lui demande de prier son peuple et d'utiliser ses pouvoirs magiques pour appeler la pluie, les protéger contre les calamités extérieures. Il y a eu des ouest qui ont été démis parce qu'il y avait trop de sécheresse pendant leur règne, donc ils n'avaient pas le pouvoir magique qu'il fallait, il y avait trop de sécheresse, et d'autres ont été démis parce qu'il y avait trop de pluie. C'est beau. En tout cas, si l'ouest échoue dans sa mission et dans ses responsabilités, le Her prévoit une procédure pour sa destitution qui se caractérise par un geste symbolique. Il faut lui enlever le turban. Et c'est un clan particulier qui est chargé de ce terrible geste au cas où l'Ouest est destitué. En tout cas, il y a un précepte très clair qui dit « l'Ouest préside, mais ne tranche pas ». La dernière institution, c'est un peu particulier, c'est le méré ou le commandant ou chef militaire. Ça arrive en cas de menace de guerre. Tout le processus de guerre est suspendu provisoirement parce qu'il faut prendre des décisions rapidement, parce qu'il faut affronter le danger. Et là, le pouvoir est confié de manière provisoire à un chef militaire qui doit prendre les dispositions nécessaires. Donc, pendant cette période, c'est lui qui décide des déplacements de la communauté, de la répartition des tâches, de la collecte de la nourriture et d'animaux. Bref, il a le droit de contourner les procédures habituelles de guerre. Alors, je voudrais maintenant partager un peu. Le HEP, pour moi, partage plusieurs similarités avec la charte de Mandem que je voudrais ici rappeler. Par exemple, ce sont deux contrats sociopolitiques qui ont été mis en œuvre après une longue période de troubles marquée par la guerre, la violence et l'arbitraire. Pour la charte de Mandem, c'était le XIIIe siècle, le début du XIIIe siècle, et pour le HEP, c'était la fin du XVIe siècle. Pour les mêmes, donc, sont vraiment un produit d'une période trouble. Deuxième similarité, les deux chartes visent à construire une nouvelle communauté de destin entre des populations très différentes sur la base d'un contrat éthique, sociopolitique qui est bien clair. Troisième similarité, c'est que les deux chartes rejettent la loi du plus fort, la loi du talion et la hiérarchie entre les groupes qui sont membres de la Constitution. Quatrième similarité, les deux chartes prévoient un processus démocratique de prise de décision qui associe la plupart des acteurs sociaux. La cinquième similarité, ils énoncent tous les deux des valeurs, des principes spirituels, éthiques et philosophiques qui protègent l'intégrité et la dignité humaine, la responsabilité, la sociabilité et l'honorabilité. Enfin, les deux chartes permettent une liberté d'expression des individus. Et enfin, ils prévoient tous les deux une éducation civique pour implanter ces valeurs dans les esprits. Mais je pense qu'il faut vraiment faire une vraie analyse comparative, non seulement entre ces deux systèmes, entre le HER et la charte, mais entre tous les autres systèmes qui existent en Afrique, pour justement mieux faire ces similarités et ces héritages partagés, pour construire une perspective et un projet panafricain pour une démocratie africaine. Et je crois que le panafricanisme doit se faire aussi à ce niveau-là. Alors, pour terminer, je voulais rappeler un peu les quelques enseignements de philosophie politique qu'on pourrait retenir de ces genres de contrats sociopolitiques. Oui. Alors,
multiplicité du Hell et de son intérêt anthropologique, l'étude de ce contrat nous introduit à un autre type de droit, de démocratie, bref, à une philosophie politique africaine qui pourrait inspirer notre quête actuelle des modèles endogènes. En effet, dépassant les pesanteurs géopolitiques et socioculturelles de leur époque, les fondateurs de Hell ont pensé une théorie et une pratique de l'exercice du pouvoir dans les sociétés humaines qui interroge et relativise certains paradigmes de la science politique moderne. Ils ont pensé un système politique où le pouvoir est sectionné, contrebalancé et par conséquent entravé dans tentation au totalitarisme. Les astuces qu'ils ont mis au point pour civiliser et neutraliser le pouvoir démontrent la profondeur de leur réflexion sur le politique et de leur connaissance de l'être social qu'est l'homme, un être en perpétuelle quête de pouvoir. Un autre habilité, par exemple d'habilité du Hell, c'est conscient que le pouvoir corrompt et pousse à l'abus, ils ont pensé une royauté qui symbolise le pouvoir en la personne de Lugas, mais tout en lui tirant toute possibilité de se l'approprier et d'en abuser. Celui qui détient la charge suprême chez les Issa est confiné dans son rôle d'arbitre. Il est alourdi de devoirs, démuni de toute force de coercition, et il est en quelque sorte neutralisé et contenu dans sa sphère magico-spirituelle. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu pour voir la question de remplacement de roi. Pour pallier les inévitables troubles que peut susciter la course à la succession, par exemple par l'usurpation, le Hell a prévu un mode de désignation du moins assez original. La charge royale n'est ni héréditaire, pour écarter le conflit entre les héritiers, ni élective, pour écarter la concurrence entre les différentes tribus qui seraient en concurrence. Le Lugas est choisi au sein d'un même clan, qui est constitué de milliers et des milliers de gens, par une assemblée spéciale de sages, à la suite d'une longue et laborieuse sélection où les connaissances telles que l'astrologie, la divination, la kabbalistique et l'interprétation des songes sont sollicitées en vue d'identifier l'élu correspondant aux critères objectifs et métaphysiques définis. C'est un peu une procédure qui est proche du Dalai Lama chez les Tibétains, exactement. Et on le choisit jeune, celui qui a tout ce... Par exemple, on va regarder quel est son comportement avec les autres jeunes de son âge. Si c'est un jeune qui veut toujours réconcilier et mettre les gens ensemble, on va regarder son rapport avec les autres humains. On va regarder son rapport avec la nature, comment il respecte les arbres, on regarde son rapport avec l'environnement, et enfin, on regarde son rapport avec les animaux, c'est-à-dire avec les animaux surtout domestiques, puisque c'est des nomades. Donc, on regarde ces trois types de rapports pour choisir celui qui répond à tous ces critères. Il est en général choisi très jeune, entre 15 et 18 ans, pour pouvoir justement l'éduquer dans les règles de loi. Alors, pour terminer, je dirais l'existence de ce genre de patrimoine juridique et politique montre, si besoin est, que les sociétés africaines recèlent en leur sein des préceptes politico-philosophiques qui pourraient être exploités dans la recherche de systèmes endogènes de gouvernance démocratique. Au-delà des dysfonctionnements et des détournements qui guettent ce genre de savoir, dès lors qu'ils sont confrontés à l'instrumentalisation par les États-nations, et ça arrive que les États-nations essaient d'instrumentaliser ce genre de gouvernance, ces enseignements pourraient inspirer tous ceux qui, après l'échec des prêts à penser
importés, essaie de construire une démocratie et gouvernance adaptée à nos réalités et surtout à nos ambitions. Donc il est plus que temps, dans nos pays confrontés à l'échec des modèles importés, d'engager une véritable réconceptualisation de tous les paradigmes politiques que nous utilisons souvent de manière automatique et machinale sans les interroger. Seule une réflexion autonome sur des questions aussi importantes que le processus de prise de décision, la répartition des pouvoirs, le mode de représentation et de désignation de leadership, le contrôle et de sanction des abus, seule cette réflexion nous permettrait de trouver des solutions alternatives à la crise actuelle de gouvernance en Afrique. Je vous remercie de votre... Et le dernier... Voilà, merci dans toutes les langues d'Afrique. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, moi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Effectivement, le HER, donc si je prononce correctement, HER, c'est quelque chose effectivement, on est dans un paradigme qui est nouveau, et effectivement nouveau aujourd'hui parce qu'on en parle aujourd'hui. Mais j'ai juste une petite question, après on pourra faire intervenir un petit peu le public, mais pour une ou deux questions seulement, parce qu'on va continuer. Comment on peut inscrire le HER aujourd'hui? Comment on peut faire en sorte que les États africains l'utilisent, ou s'inspirent en tout cas de ce paradigme-là pour pouvoir reconstruire l'Afrique de demain? Bon, d'abord, le HER a été construit pour une société donnée, donc dans un contexte donné et dans un environnement donné. Donc, il ne pourrait pas être appliqué tel qu'il a été conçu parce qu'il fallait... Par contre, toute la philosophie politique qu'il véhicule peut être reprise, retravaillée pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, c'est plus l'inspiration philosophique, de philosophie politique qui importe, et peut-être parfois une certaine recette. Par exemple, juste je dirais, au niveau de la prise de décision, la prise de décision collégiale, chaque fois qu'il y a une décision qui concerne la communauté, que l'ensemble des parties prenantes soient présentes à c'est quelque chose de bon qui est là et qu'on peut reprendre. Le fait que par exemple, on donne des rôles importants, même aux groupes minoritaires, très importants. C'est ce qu'a fait le REP. Même il y a des groupes minoritaires, on leur a donné des rôles importants, ce qui nous permet de dépasser cette lutte continuelle entre majorité et minorité. Le groupe minoritaire dans le pays se dit oui, mais c'est à nous de dominer, et souvent ils reproduisent la domination sur le... Donc cette idée de renier la loi de la majorité, remettre en cause la loi de la majorité, et impliquer le consensus et l'unanimité pour pouvoir décider ensemble, c'est quelque chose d'important. Et puis bien sûr, le fait de nommer le pouvoir et de faire incarner par quelqu'un et en même temps lui enlever la possibilité de son abus, et bien sûr des philosophies sur lesquelles on peut vraiment... il y a même au niveau de la représentativité. Qui a dit que le fait d'être derrière un rideau noir et mettre un truc dans une boîte est universel? Ça a été inventé à un moment donné, dans un contexte régional donné. Mais pourquoi on essaie d'imposer ces trucs dans des villages, alors que chez nous, on connaît comment choisir les meilleurs de nous-mêmes pour nous représenter? Il y a d'abord, pourquoi quelqu'un viendrait et dire moi le meilleur, élisez-moi? Qu'est-ce que chez nous déjà est un acte de faiblesse, de vantardise et d'orgueil de croire qu'on est les meilleurs et qu'on fait de la publicité, on se met en photo pour qu'on les choisisse. En général, c'est la communauté qui choisit. Vous savez comment le roi, je ne l'ai pas dit, mais une fois qu'on a regardé les étoiles, on a regardé son rapport avec l'environnement et qu'on l'a choisi, quand on va le prendre, c'est à sa famille qu'il ne faut rien dire. On ne dit rien à la famille dont il est issu. On vient encercler la famille
le lever du soleil, et on attaque le campement, et on arrache le lune. La famille fait semblant de le... Il y a une théâtralisation, mais c'est très important. Fait semblant de le retenir. En fait, cette théâtralisation veut montrer que le Ougas, c'est la communauté qui avait choisi contre la volonté de sa famille. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, il ne fait plus partie de votre famille. Donc ça, c'est important quand on voit comment ici en Afrique, maintenant, la démocratie est devenue héréditaire. Les fils des présidents sont élus. Donc voilà je pense, des exemples de valeurs, de principes et de concepts philosophiques dont on peut s'inspirer pour refonder nos systèmes de gouvernance. Tout à fait, on parle de changement de paradigme. Est-ce qu'on a une ou deux questions avant de continuer? Oui. Bonjour professeur, je suis ravie de découvrir ce système que je ne connaissais pas du tout, que je trouve intéressant. Ce qui m'a posé, je me suis posé la question de l'oralité, parce que ça m'a l'air tellement très structuré. Comment on peut faire vivre un tel système sur la base de l'oralité? Il n'y a jamais eu d'écrit pour autant? Oui, c'est une bonne question. En fait, ce n'est pas l'oralité en général. Hein. J'ai dit que c'était sur les règles rythmiques de la poésie. Vous savez, toutes les poésies ont des règles rythmiques. C'est pas que la rime, mais c'est l'équilibre entre la première partie de la phrase, la deuxième partie de la phrase, qui fait qu'il y a des règles rythmiques. Et justement, en inscrivant donc les préceptes de Hal dans cette rythmique-là, on a pu le préserver. Parce que pour le changer, il fallait être soi-même un grand poète pour pouvoir arriver à changer, mettre d'autres mots qui respectent toute la rythmique poétique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne voulait pas dire que les fondateurs ne savaient pas lire et écrire, parce que j'ai dit que dans les cités musulmanes de toute la Corne de l'Afrique, il y avait des grandes universités. Par exemple, à Harar, à Zela, il y avait des universités où il y avait à Jamie, comme un peu à Djenné, comme à Tombouctou, des gens qui savaient écrire en arabe, mais dans leur langue nationale. Donc, ils auraient pu très bien écrire un gros volume de constitution politique et de droit pénal. Mais mon hypothèse, c'est qu'il avait délibérément choisi pour pouvoir, pour vraiment penser à la transmission démocratique. Mais en tout cas, la poésie somalie, du moins, le permettait. Parce qu'elle est structurée de telle manière, il y a une métrique de cette poésie qui a fait que, en fait, ça a pu être répété sans pouvoir le changer. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question éventuellement? Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le système des 12 arbres? Alors, c'est un système assez intéressant qui montre que avant d'arriver à une décision consensuelle, on peut la repousser jusqu'à 12 fois, 12 appels. Bon, on dit arbre parce que arbre, c'est pas seulement le lieu où ça s'est passé, mais c'était devenu le concept, c'est l'appel. Donc, on avait le droit de dire non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas convaincu, et repousser jusqu'à 12. Théoriquement. Bon, en général, ça ne dépassait pas 3, 4, parce que quelqu'un qui n'est pas convaincu après 4, on lui dit, mais alors là, c'est vraiment tu es contre l'intérêt de la communauté, et ce n'était pas très bien vu de vouloir abuser de cette...
parle de cette loi qu'offre le Hajj, justement, surtout dans le droit pénal. Pour accepter une décision, on avait le droit de faire reporter son affaire à 12 fois. Alors, il paraît-il, il y avait quelques affaires qui ont atteint les 12 arbres. Par exemple, je vais vous raconter, c'est juste pour montrer. Une fois, il y a un jeune qui s'est vanté devant d'autres jeunes de son âge, qui en rêve, il avait couché avec la femme d'un autre. Bien sûr, celui le mari concerné, a été pas content et a dit qu'il s'est senti donc une atteinte à la dignité, à l'honneur de sa femme et de lui-même, et il a porté l'affaire devant la cour. C'était impossible quoi il faut tenir. Alors vraiment, ça poussait. À la fin, les sages ont trouvé la réponse. Donc il lui a dit, ok, bon, on comprend, tu as été humilié, ta femme a été salie par quelqu'un qui a dit qu'il a rêvé, qu'il a couché avec elle. Donc, ok, on va te donner le prix la compensation au cas où il y a un adultère. C'est 16 chameaux pour un adultère. Ok, alors on dit à la famille de celui qui s'est vanté d'amener. Alors on lui a dit, regarde bien, compte bien les chameaux, on va les passer devant toi. Donc on a passé un chameau, 2, 3, 4, 5, 16. Tu as bien compté, oui. Tu es content, tu es compensé, oui. Eh bien, considère que tu as rêvé, tu as été compensé. Puisqu'un rêve contre un autre rêve. Mais l'affaire paraît-il, avait un peu perturbé le... Merci beaucoup en tout cas, professeur. Merci beaucoup pour vos questions. On va continuer avec Fodé, exactement, avec Fodé Moussa Sidibé qui est en visio. Merci beaucoup, professeur. Donc on a Fouda Sidibé qui est en visio actuellement. Alors, oui, Fodé, si vous nous entendez, vous pouvez activer votre micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez essayer d'activer votre caméra, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit bien? Moi, je vous entends mal. Alors, on va essayer de parler plus fort. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Pardon, il y a trop d'écho. Il y a trop d'écho, je n'entends pas. Je n'entends pas bien. Alors, est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux là? Oui, bon, de mieux en mieux. D'accord. Est-ce que votre caméra peut être activée? Oui, bon, je vais activer, je vais chercher. C'est bon, on vous voit. Génial. Voilà, je crois que ça va. Parfait. Bonsoir, bonsoir. Ok, professeur, vous m'entendez bien? Alors, merci beaucoup, professeur, pour votre... Est-ce que ça va maintenant? Oui, ça va très bien, oui. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui en visio pour cette commémoration marronne sur le 800e anniversaire de la déclaration de la Charte du Manding. Aujourd'hui, on vous a demandé d'intervenir pour nous parler un petit peu justement de la Charte du Manding, un serment des Danso.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, de donner un petit peu un petit exposé de la situation? Bon, si j'ai bien compris, je vais essayer de parler, si vous avez l'image et le son. Oui, tout va bien, c'est parfait. C'est dire déjà que au niveau de la charte du Mandé, il faut retenir que cette charte, aujourd'hui, est devenue la grande chose du monde entier. Mais avant, je dois rendre hommage à mon maître, Youssouf Tata Cissé, avec lequel j'ai été pendant plus de 30 ans, étant son élève bien sûr. Et donc, qu'hommage lui soit rendu de cette façon, cela nous grandit tous. Merci à vous tous. Merci surtout à ceux qui ont organisé cette visioconférence. Et merci à tous ceux qui pensent, également à Kalala Omotunde, qui était avec nous au Mali ici, 1 mois et demi avant son départ. Donc, vraiment, je suis doublement ému et doublement concerné par les 2 grandes personnalités qui sont présentées aujourd'hui à travers cette manifestation. Ceci dit, la charte du Mandé, comme on l'a toujours dit, est l'œuvre des Donso. Les Donso, ce sont les chasseurs traditionnels. Et c'est autour d'une confrérie que tous se retrouvent. Et cette confrérie, on y accède par initiation. L'initiation qui est un acte très important pour le Donso traditionnel, pour le Donso, disons le chasseur traditionnel, qui montre son engagement, le serment qu'il prend vis-à-vis des divinités tutélaires de la chasse et vis-à-vis de tous ses autres confrères. Et à partir de là, on peut comprendre comment la charte du Mandé a été proclamée par les Donso. Il faut déjà rappeler le contexte qui était celui d'un chaos extraordinaire en 1200 déjà, qui existait dans cette région qu'on appelle aujourd'hui le Mali. Ce chaos était provoqué essentiellement par ce qu'on appelle les Tégrés. Les Tégrés, ce sont les esclavagistes arabo-berbères, arabo-musulmans qui sévissaient dans cette région. Et ils avaient mis la région à feu et à sang, et les petits roitelets également, ils les avaient décimés, ce qui faisait que une bonne partie de ceux qui avaient un petit pouvoir se mettaient à leur compte pour perpétrer leur crime odieux, qui est l'esclavage et qui est également la recherche de l'or. Il ne faut pas l'oublier, ces esclavagistes-là étaient à la recherche d'esclaves, certes, mais ils étaient omnibulés également par la richesse aurifère du Mali. Déjà, avant même Kankou Moussa. Donc, à partir de ce constat, à partir des exactions de la population, le petit royaume du Mandé, parce que c'est un petit royaume, était totalement décimé par les esclavagistes. Et il y avait un autre roi qu'on appelle Soumangourou Soumaoro, mais dont le nom est Sumbangolo. Sumbangolo Kanté et même Sumbangolo Diarisso. C'est ce dernier qui a pour la première fois demandé à ses frères d'arrêter l'esclavage, de ne pas continuer à mettre le mort dans la bouche de leurs frères
et d'aller les vendre aux arabo-musulmans. De guerre lasse, il a été chassé, je veux dire, on ne l'a pas écouté, les rois télé ne l'ont pas écouté. Mais quand la situation est devenue invivable, le roi, le prince du Mandé, qui était déjà en exil, et là où il était exilé, il était devenu le chef de l'armée du roi qui l'avait accueilli. Donc, les Malingués ont décidé d'aller le chercher. Et il est revenu avec une forte armée de son hôte. Et chaque village, chaque contrée, chaque région traversée, en ayant appris la raison de son retour, c'est-à-dire aller combattre les esclavagistes et combattre Soumangolo. Donc, les gens l'ont rallié. Il y a eu un grand ralliement autour de lui. Mais de retour sur ses terres natales, il avait vécu très longtemps à l'extérieur. Il fallait qu'il y ait une autre forme de ralliement pour pouvoir faire face aux esclavagistes. Et cette nouvelle forme ne pouvait passer que par les Donso, parce que lui-même, il était Donso, maître Donso, et l'essentiel de sa troupe, pour dire toute sa troupe, était constituée de Donso. C'est en cela qu'il a lancé un appel à tous les grands maîtres de la région, leur demandant de le rejoindre, pour qu'ensemble, ils prennent des décisions en tant qu'initiés pour parvenir à mettre fin à l'esclavage. Et ceci a donné lieu à une grande rencontre des maîtres initiés seulement. Les maîtres initiés, et ceux qui avaient sous leur garde une certaine armée. Donc ce sont ces maîtres-là qui se sont réunis pour faire le serment entre eux de combattre l'esclavage, de mettre fin à l'état de situation qui se trouvait au Mandé et dans les alentours, et de restaurer leur dignité, de restaurer la dignité de l'homme noir que les arabo-musulmans et arabo-berbères venaient chercher pour les mettre en esclavage. Et il y avait l'exploitation aussi de l'or qu'ils faisaient. Donc, c'est entre eux qui se sont réunis et ils ont fait le serment de sauver le Mandé. Et ce serment-là, c'est ce qui est devenu le serment des Donso, et on dit en mandin Donso Kalikan. Donso Kalikan. Ou plus tard, ou disons, c'est ce qui va leur permettre, dans un premier temps, d'avoir une unité d'initiés, d'être ensemble en tant qu'initiés. Et qui connaît un tout petit peu la confrérie des Donso, il y a des valeurs cardinales qui sont dans cette société, dont par exemple, on ne revient pas sur sa parole donnée. On ne revient pas sur sa parole donnée. On reste fidèle à ce qu'on a dit, à l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres et vis-à-vis des divinités tutélaires de la chasse, du Donsoya. Et à cause de ces valeurs-là, la totale confiance régnait entre ces différents initiés, maîtres initiés. Et donc, ils ont mis en mouvement, chacun en ce qui le concerne, les différentes armées pour en faire une seule et même armée. Et c'était en 1222. Donc, il y a de cela aujourd'hui 800 ans. Donc, cette formation n'avait pas un seul chef, mais le chef désigné était déjà Sundiata. Pour beaucoup d'autres raisons,
parce qu'il avait ramené avec lui de son exil beaucoup de chevaux, une cavalerie et des archers très adroits que les Malinqués ne connaissaient pas très bien. Donc, à partir de là, qu'il devienne le chef, même malgré son jeune âge, il est devenu le chef de cette armée. Et ainsi, ils sont parvenus à vaincre le roi du Soso, Soumangolo Kanté, et ils ont placé partout, dans toutes les différentes frontières de leur territoire, ils ont placé des hommes, ils ont monté des miradors, et la guerre de pacification du Mandé venait de commencer. Et c'est ce qui a permis les Dosso, avec leur engagement à travers la charte du Mandé, qui leur a permis de pacifier tout le Mandé qu'on connaissait, et ils sont allés au-delà. Parce que les esclavagistes, quand ils ont eu des problèmes dans certains royaumes, ils ont voulu se déporter vers d'autres. Donc l'armée de Sundiata, on va l'appeler comme ça, s'est déplacée de région en région pour aller pacifier, pour aller empêcher les esclavagistes d'opérer, de prendre des hommes, des femmes, des enfants et de les amener en esclavage dans le monde arabo-musulman, arabo-berbère. Donc, fort de leur engagement à travers la charte du Mandé, ils sont arrivés à pacifier totalement toutes ces régions-là. Et c'est ainsi que, quelques années après, il y a eu l'intronisation de Sundiata, qui n'était qu'un prince au départ, il n'avait jamais été roi. Et puisqu'il avait réalisé, c'est sous sa bannière que la pacification s'était réalisée, tous les anciens rois et rois télèbres qui tenaient encore à leurs avantages par rapport à l'esclavage ont été purement et simplement décapités. Et à partir de ce moment, ceux qui se sont engagés avec lui dans sa lutte, dans sa guerre contre l'esclavage, l'ont désigné comme leur roi. Et c'est ainsi que, en tant qu'héritier du royaume du Mandé, le prince, il est devenu empereur. Et c'est pour cela qu'on lui a donné un nom ou un titre qui est celui qui a pris l'héritage du Mandé. Et en malinké, cela se dit Kakienta, prendre l'héritage. Et c'est ce mot, c'est cette phrase, c'est cette expression qui est devenue finalement son patronyme. Kienta est devenu Keita. Sinon, l'aide de naissance Konaté. Donc, le patronyme Keita a commencé par Sundiata Keita. Sundiata qui a pris l'héritage de tout le Mandé. De prince, il est devenu empereur. Donc, il a pris l'héritage de tout le monde. On lui a accordé ce bénéfice-là. Donc, Aïkienta, il est devenu Keita. Donc, il est le premier Keita de tous les temps. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce petit exposé? C'est de dire que la confrérie des chasseurs, depuis cette période, depuis la charte du Mandé, depuis Donsolo Kalikan, cette charte qui a permis non seulement de pacifier tout le Mandé, mais qui a également permis de fonder l'Empire du Mali. Donc l'Empire du Mali, si je ne m'abuse, a été fondé à travers la lutte contre l'esclavage. Et depuis ce moment,
jusqu'à la fin, jusqu'à l'apogée de l'Empire, il n'y a jamais eu la possibilité de faire de l'esclavage sur le territoire de l'Empire du Mali, parce que telle était sa raison de fondation. Et même les parties où l'esclavage européen a commencé, c'est-à-dire vers les côtes, les grands résistants étaient des ressortissants ou étaient les gens installés par l'Empire du Mali pour lutter toujours contre l'esclavage, d'où les grandes résistances qui ont eu lieu dans cette région d'Afrique de l'Ouest contre la traite négrière cette fois-ci. Il y a eu de grandes résistances, des empires qui existaient, tels que le royaume du Gabon et les autres royaumes se sont mobilisés à l'image de leurs ancêtres du XIIIe siècle pour lutter contre la traite négrière. Ceci n'est pas suffisamment souligné. Et il faut dire que maintenant, la confrérie des chasseurs reste la même. Elle n'a pas changé de vision. Elle n'a pas changé d'orientation. Elle n'a pas changé de divinité. Elle n'a pas changé de croyance. C'est une confrérie qui, jusqu'aujourd'hui, continue de lutter contre l'arbitraire, de lutter contre tout ce qui est contraire au respect de la vie humaine. La confrérie des chasseurs aujourd'hui encore lutte contre cela. Et il faut souligner que c'est une confrérie essentiellement apolitique, qui ne se mêle pas directement de la gestion de la cité. Et cet exemple a été donné par Sundiata lui-même, qui, en tant que Donso, en tant que Simo, quand il fut question qu'il devienne empereur, il a renoncé à présider les rencontres des Donso. Et cette tâche a été confiée à quelqu'un d'autre. Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, on peut être chef des Donso, c'est-à-dire Donso Kuntigi, et si par bonheur, il venait que la personne soit désignée par son village pour devenir le chef de village, cette personne cesse d'être le chef des Donso. Les Donso se choisissent un autre chef. Parce que dans la vision de la confrérie, on ne peut pas en même temps être chargé de l'administration de la cité et s'occuper de la sécurisation totale de cette cité. Les deux responsabilités, les Donso les ont déjà divisées, les ont déjà séparées. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans la vie des Donso d'aujourd'hui. Et de la même manière, depuis ce temps, depuis 800 ans, on peut le dire, jusqu'aujourd'hui, les Donso se considèrent comme les défenseurs des personnes et de leurs biens. Et cet exemple-là a été démontré en 2012 et que ça continue jusqu'aujourd'hui au centre du Mali, de la République du Mali. Ce sont les Donso qui se sont mis devant les envahisseurs, les terroristes, les djihadistes et autres bandits de grand chemin qui ont tenté d'envahir tout le Mali. Ils ont eu toujours affaire d'abord aux Donso avant que l'armée malienne aujourd'hui ne se réorganise et ne prenne le relais. C'est les Donso qui ont fait face. Parce que ça, c'est pour eux leur rôle régalien dans la cité. Impossible qu'il y ait des voleurs qui rôdent et qu'on ne fasse pas appel aux Donso et que les Donso n'aillent pas au devant de ces malfaiteurs-là. Ça, c'est le rôle des Donso jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Autre chose qu'il faut signaler, c'est que depuis 800 ans, les Donso sont considérés comme les gardiens du temple partout où ils sont installés. Les gardiens de la culture authentique,
les gardiens de toutes les valeurs civilisationnelles que nous avons depuis les temps les plus reculés. Ce sont les Dosso qui sont aujourd'hui les détenteurs de ces savoirs et de ces savoir-faire. Et la preuve qu'ils n'ont pas changé et qu'ils ne sont pas prêts de changer, c'est que jusqu'aujourd'hui, ils ont les mêmes divinités malgré les religions dites révélées, le christianisme et l'islam. Les Dosso restent droits dans leurs bottes, fidèles aux croyances de leurs ancêtres et aux pratiques de leurs ancêtres. J'en suis un depuis plus de 40 ans. Donc, c'est dire que pour la connaissance, la divulgation de la charte du Mandé, elle est un peu difficile au sein de la confrérie. Et c'est cette difficulté que mon maître, le professeur Youssouf Tata Cissé, est parvenu à lever. Parce que ce qui lui a été confié, le texte en 7 articles, qui lui a été confié par ses maîtres, ce texte lui a été donné dans le cadre de son initiation. Donc, cette charte-là est un texte initiatique. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est un texte initiatique. Et quand quelque chose vous est confié dans le cadre de l'initiation, il est difficile de révéler cette chose au grand public sans la permission et l'autorisation de ceux qui te l'ont confié. Et il a fallu plusieurs années au professeur Youssouf Tata Cissé pour convaincre ses maîtres pour qu'ils lui donnent l'autorisation de publier cette charte. Ça a pris beaucoup d'années. Et c'est pourquoi la charte était connue de lui et de ses autres camarades initiés. Nous, on était encore des enfants. Mais il n'avait pas l'autorisation de la publier. C'est quand il a obtenu l'autorisation de la publier, de la faire connaître par un grand public. Je crois que le plus grand acte qu'il a fait, c'était à Cachan, en France, à la cité universitaire de Cachan, en 1968, qu'il a pu avoir l'occasion de présenter, de déclamer cette charte avec l'accompagnement au saxo du regretté Manu Dibango. C'était déjà en 68. C'est en ce moment qu'il avait obtenu l'autorisation de publier la charte. Et la publication véritable en tant que texte est arrivée beaucoup plus tard. Donc, c'est dire que au sein de la confrérie, aujourd'hui, rares sont ceux qui ont le courage, les maîtres initiés, je parle de cela, ils n'ont pas la conscience de la valeur. Ce que moi j'ai connu quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, ils n'avaient pas la conscience de la valeur et de la grandeur de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils détenaient. Et jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grands textes qui restent à leur niveau, qu'ils confient aux initiés. Et l'interdiction est toujours là de ne pas publier ça, de ne dire ces textes que dans le cadre de l'initiation. Cela bloque beaucoup de choses, mais il faut une permission, il faut de l'audace, et ce qui ne manquait pas à mon professeur Youssouf Tata Cissé, il faut de la persévérance, ce qui ne lui manquait pas aussi, et il faut une prise de conscience très aiguë de la valeur de ce que ces maîtres Dosso détiennent encore aujourd'hui et qui n'a pas été publié et que le grand public ne connaît pas. Donc, c'est vous dire que des 7 articles, est celui qui est le plus connu de presque tous les Dosso
parce que la chasse est fondée sur ça. La chasse initiatique, ce n'est pas la chasse sportive. La chasse initiatique est fondée sur le principe toute vie humaine ou toute vie simplement est une vie. Aucune vie n'est supérieure à une autre. Ça, c'est le fondement de l'initiation, c'est ce qu'on dit à l'initié dans le cadre de la pratique déjà de la chasse. Parce qu'il faut comprendre qu'on nous enseigne que l'animal que nous nous apprêtons à aller abattre en brousse, le gibier, a une âme. Et que son âme est aussi importante que l'âme du donzo lui-même. Donc, tu ne peux pas te lever, prendre ton fusil, aller abattre l'animal comme ça. Ce n'est pas possible dans le cadre de l'initiation. Il faut d'abord la permission de ton maître, qu'il t'autorise. Et en t'autorisant, il fait des sacrifices pour la vie que tu vas aller enlever. Et il faut préciser que même avant de tirer sur l'animal qu'on a en joue, il y a des récits, des incantations que l'on dit, dont l'idée fondamentale, c'est de demander pardon à l'animal qu'on va abattre. On lui demande pardon. Et on lui dit pourquoi on va attenter à sa vie. C'est généralement pour aller nourrir les veuves et les orphelins. C'est cette raison fondamentale que l'on donne à l'animal lui-même, que l'on dit à l'animal avant de l'abattre. En l'ayant abattu, il y a un cérémoniel que l'on fait autour du corps de l'animal pour toujours lui demander de présenter ses excuses. Et si d'aventure on arrivait à mettre fin, à attenter, à tuer un animal en légitime défense, en ce moment-là, ça c'est un autre cas. Donc les cas changent, les cas varient. Les donzos ne sont pas des tueurs d'animaux. Les donzos sont des, je dis donzos parce que le terme chasseur ne couvre pas toute la dimension qu'il y a dans ce que nous appelons donzoya. C'est vrai, il y a le fait d'aller abattre les animaux, tuer les animaux pour la nourriture et tout ça, mais il y a tout ce pan de l'initiation, de la croyance des donzos, qui est une croyance propre à eux, qui a sa base dans la croyance traditionnelle, certes, mais les éléments constitutifs ne sont propres aux donzos seuls. Et je viens de parler, je crois, de Sanene et Condron, qui sont les divinités tutélaires des donzos. Et ce sont des divinités qui sont propres à la confrérie des donzos. Donc, les premiers mots de la charte sont des mots qui régissent la vie du donzo dans sa pratique de la chasse. Toute vie est une vie. Sache que la vie de l'animal que tu t'apprêtes à aller abattre a la même valeur que ta propre vie. A fortiori, la vie d'un être humain comme toi. Tout le respect que les donzos ont pour la préservation de la vie humaine, de la vie animale. Et au-delà de cela, c'est plutôt le respect de l'environnement, de tout ce qui a une vie et de tout ce dont on se sert pour se nourrir. Et c'est ce qui donne lieu à l'écologie sacrée au niveau des donzos. L'arbre est sacré, la rivière est sacrée, le marigot est sacré, la colline est sacrée. Donc, tout est inscrit dans une forme de sacralité qui conduit à l'écologie sacrée au niveau des donzos. Et cela, depuis les temps immémoriaux jusqu'aujourd'hui, nous vivons selon ces visions, selon cette façon de concevoir la vie, les êtres, de concevoir l'univers même que vivent les donzos. Je crois que
Oui, merci beaucoup, professeur. Effectivement, c'est très très puissant le message que vous nous communiquez. Avec votre permission, je n'ai pas tellement de retour. Je vais devoir m'en arrêter là et souhaiter s'il y a des questions, répondre aux questions, tout en vous remerciant, vous tous et vous toutes, de m'avoir écouté, et tout en gardant tout en rendant toujours hommage au professeur Youssouf Tata Cissé et Kalala Omotunde. Merci, professeur. Donc, c'était le professeur Fodé Moussa Sidibé, qui est élève de Youssouf Tata Cissé, enseignant, chercheur et auteur, et qui est également membre fondateur du MIR, donc du Mouvement international pour les réparations, ECOVAS. D'accord. Donc, merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a une question? Parce qu'on a une très belle transition pour ce qui nous attend juste après. Je peux prendre une question et ensuite je demanderai justement, alors ce ne sont pas des chasseurs, mais ce sont des fighters, des combattants, des boxeurs. Voilà, on va voir un petit peu de quoi il s'agit ensemble. Est-ce qu'il y a une question pour le professeur Fodé Moussa Sidibé? Levez la main s'il y a une question. Il y a trop d'écho, moi je ne comprends pas très bien ce que vous dites. On va vous l'écrire, sinon je n'entends pas. On va vous l'écrire au niveau du chat. Alors, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous pourrez... Oui. Est-ce qu'il y a une question? Parce que tout à l'heure, quand on posait des questions au professeur, j'entendais les questions, mais pas ce que le professeur lui-même disait. Ou peut-être c'est une question de positionnement dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Il n'y a pas de questions. D'accord. Tout était clair alors? Une remarque? Pas du tout. C'est parfait. Et professeur, tout était très clair. Merci beaucoup pour cet enseignement. Et effectivement, c'est important de préciser cette partie qu'en tant que chasseur, il y a effectivement plusieurs niveaux, évidemment, et qu'on n'est pas là pour tuer un animal bêtement, qu'il y a toute une réflexion, une spiritualité derrière, et c'est important de le partager avec vous aujourd'hui. Professeur, je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Je vous remercie pour votre intervention. Désolé, je n'entends pas. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah oui, là ça va un peu mieux. Merci professeur, il n'y a pas de questions au niveau du public. Merci beaucoup pour votre intervention, c'est très important pour nous de comprendre un petit peu dans quel contexte on est au niveau des Danso. Est-ce que si vous voulez, vous avez un dernier mot Là, pour comprendre? ça allait un peu mieux là tout à l'heure. Sans le micro. Comme ça, c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui. C'est mieux comme ça? Voilà, oui. Ah ouais? Oui, un peu de volume là, ça ira. Oui. Il n'y a pas de questions au niveau du public, mais en tout cas, vous avez, je pense, vous avez titillé la curiosité de pas mal d'entre nous. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous dis à très bientôt. On peut encore la deuxième. Merci. Alors, on va sans transition, on a une belle transition grâce au professeur. Je vais appeler sur scène un petit groupe de jeunes hommes qui vont nous montrer un art martial africain. Je vais laisser Alexandre présenter son équipe. Et puis, on va les applaudir pour les encourager. Merci. Vous pouvez venir.
peut-être à tous. Je vais passer le micro à Nebunda qui va vous présenter la discipline Sawara. Peut-être chers tous. En tout cas, on n'a pas beaucoup de temps. On va vous présenter une discipline martiale qui s'appelle le Sawara. Et à l'origine, c'est une technique de combat pratiquée par les Égyptiens anciens. Et donc, dans le cycle actuel, nous l'appelons Sawara parce que Sawara, c'est un terme Congo qui veut dire technique de l'obéissance au soleil. Donc, nous avons Sa qui veut dire faire, Wa qui veut dire écouter, Ra le soleil. Donc, on fait et écoute ce que dit le soleil. Les tenues que nous avons portées, en tout cas, restez tranquilles, il n'y aura pas de tam-tam. C'est une tenue propre à notre discipline qui s'appelle Kalaziris. Les pratiquants s'appellent Sawari. L'espace où on va travailler, nous l'appelons Sakara. Parce que pour nous, on estime que l'entraînement n'est pas seulement pour apprendre à nous défendre ou attaquer, mais aussi à mettre en pratique une certaine philosophie qui, dans la boxe des pharaons, est basée sur le principe de la Mahat. Donc, moi et ici mes Sawari, nous allons commencer par le Kunda. Kokunda, pour ceux qui connaissent les langues Congo, c'est faire un contact, être en harmonie avec la nature, en l'occurrence le soleil. Mais comme nous sommes dans une salle, nous devons être en harmonie avec vous qui nous regardez. Ensuite, avec l'espace où on travaille, là où on teaching, et ce qui est au-dessus de nous. Après, au club, on fait du ndembo. Le ndembo, c'est une gymnastique lente. C'est pour les termes génériques, c'est comme le yoga pharaonique. Mais ici, le ndembo, c'est un légume qu'on donne aux enfants belliqueux et turbulents en Afrique. Et je pense qu'il y a un adage guadeloupéen qui dit que c'est pendant que l'argile est molle qu'il faut la façonner. Donc, on a une personne ici qui doit pratiquer le Sawara. On ne sait pas d'où elle vient, ce qu'elle a connu. Donc, on va essayer de lui donner des techniques pour préparer son corps au travail qui lui sera soumis. Ensuite, on va passer aux techniques de combat, parce que c'est un sport de combat. Et les techniques de combat, nous les appelons Bimpabian Vita. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, dans le royaume Congo, il y avait une certaine Kimpa Vita, et que l'on connaît. Le terme au Congo veut dire Kimpa, c'est la technique. Ou Chimpa, c'est la technique. Quand c'est au singulier, quand c'est au pluriel, c'est Kimpa. Vita, c'est le combat, la guerre. Donc, on va faire ces techniques de combat-là et ensuite, on va vous resaluer. Merci beaucoup.
lorsqu'on utilise les membres inférieurs, au niveau supérieur, on tient le sol avec le bras du pied qui reste au sol. Au niveau Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord remercier les frères Guerrier, les Gounda, Alex. Moi, je vais faire un petit résumé. Bon, ils ont exposé vraiment quelque chose qui va être vraiment abouti. Moi, je vais faire un petit résumé parce que je suis avec des enfants. Donc, eux, ils sont aussi au prémices, ils commencent le combat. Donc, moi, ce que je vais réinitier, c'est le Okab. Chez nous, ça veut dire le combat. Donc, eux, ils sont initiés au combat depuis très jeunes. Donc, c'est un art guerrier qui est basé en Guinée-Bissau. Donc, la base du combat, c'est la lutte. Avec cette lutte-là, on développe aussi un cycle de percussion, de combat debout. Et pour faire pratiquer ce combat, on met tout de suite, nous, on pratique avec le pain. Ça s'appelle un blade chez nous. D'accord? Et les femmes, en fait, ils l'attachent d'une façon différente, là, dans le dos. Les hommes, ils l'attachent devant, et les femmes, dans le dos. Ok? Donc ce style de combat-là, c'est un style qui est assez ancien, mais qui est assez codifié aussi, parce qu'il y a des niveaux, on va dire. Donc, c'est des enfants, ils ont le droit de faire certaines choses. Après, il y a des niveaux qui sont un peu plus élevés, qu'on ne va pas forcément montrer ici. Ok? Donc, le premier élève, c'est Otoro et Abyssinia. Donc, Otoro, il va montrer des techniques de base, de combat debout, et ensuite, il va montrer des techniques de lutte.
va les applaudir parce qu'effectivement, pour ce team, c'est pas facile. Donc merci beaucoup pour ce petit spectacle. Effectivement, c'est important de connaître aussi qu'il y a des choses qui viennent d'Afrique et de remettre en goût du jour justement ce genre d'initiation, parce que ça fait partie de l'initiation, comme le disait le professeur tout à l'heure. Alors je vais appeler maintenant Victor Bissinguet pour continuer un petit peu notre réflexion sur le thème de s'abreuver à l'enseignement de Bess, le pygmée divin. Alors Victor, je ne sais pas, allez, juste là. Victor, si vous pouvez monter sur scène, on peut l'applaudir évidemment.